Bienvenue dans Big Boss. Notre émission nous plonge aujourd'hui dans le secteur de l'agroalimentaire et plus précisément la fabrication de sauces et de confits, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous, Michel Diden. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes la boss de l'entreprise qui porte votre nom, qui a été fondée par votre arrière-grand-père. Oui, c'est ça. On a été voir votre CV à la base, n'était pas tout à fait. Non, j'ai un CV un peu atypique en fait. Ouais. J'ai un CV totalement atypique. En fait, mon papa souhaitait que je sois indépendante, que j'ai un métier. Et donc, j'ai travaillé comme opticien pendant jusqu'à, je crois, 23 ans. Et puis un jour, il me dit, tiens, est-ce que tu viendrais prêt travailler chez Diden? Je dis, mais enfin, papa, je travaille dans les lunettes, j'aime bien, je comprends pas quoi. Il me dit, bah, écoute, viens voir. Et donc, comme j'étais une enfant, enfin, quelqu'un de bien gentil, je me suis dit, ok, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Je vais faire plaisir à papa. Voilà, exactement. Et puis là, il m'a commencé à me faire classer des factures, aller voir des bouchers, poser des questions dont je ne comprenais pas du tout l'intérêt. Et je devais nettoyer les seaux. Ah bon, ok, super. Donc, et puis il me dit, alors ça te plaît? Je dis non, c'est pas chouette, quoi. J'étais beaucoup mieux là où j'étais. J'étais plus épanouie. Il me dit, mais écoute, c'est pas grave, tu vas voir, avec le temps, ça va changer. Tu vas trouver ça super intéressant, tu vas devenir passionné. Et en effet, il avait raison. Mais bon, au début, non, j'avais pas. Ça partait pas forcément super bien. Non. Pour faire plus ample connaissance, Michel Diden, on a été jeter un petit coup d'œil dans votre bureau. C'est la séquence dans le bureau du boss. Bienvenue dans le bureau de la patronne de Diden. Michel Diden est plutôt ordonné. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de papier qui traîne. Il y a par contre un livre. Comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action par Simon Sinek. Un cadeau ou une lecture que vous avez choisie? Alors, dans le bureau de Michel Diden, il n'y a pas beaucoup de tableaux, mais il y a 2 photos qu'on peut observer ici. Un petit air de famille sur celle-ci, vous allez me dire tout de suite de qui il s'agit. Et puis, une équipe. Diden sponsorise-t-elle une équipe de foot, par hasard? Éléments de déco qui semblent évidents peut-être quand on fabrique des sauces. Des pots un peu partout. Des échantillons peut-être, des nouveautés que vous avez créées récemment. Et puis, une sorte de charte qui trône bien en face de votre bureau. Et un slogan, No Compromise, pas de compromis. C'est votre devise? Alors, c'est votre devise, pas de compromis, on peut dire ça? Écoutez, c'est pas toujours facile de pouvoir dire qu'on fait pas de compromis, mais néanmoins, il y a des moments où il faut en faire. Enfin, il faut se dire, il n'y a pas de compromis, il faut agir, quoi. Et cette charte, justement, on voit, il y a des mots comme résultat, excellent, solution. C'est vous qui l'avez dictée? Oui, écoutez, j'ai quand même fait appel aussi à des coachs. Au début, mon mari aussi avait pris un coach. Je me disais, mais toi qui es si intelligent, pourquoi tu as besoin d'un coach? Et finalement, on se rend compte que même les meilleurs ont des coachs. Et donc, on a suivi une formation, on a été voir Anthony Robbins. Et puis, on a aussi pris un coaching avec... comment il s'appelle encore? Un coach en management, alors, plutôt? Non, Anthony Robbins, en fait, c'est vraiment une star aux États-Unis. Il coach des gens très, très haut placés. Il coach aussi bien des sportifs que des hommes d'affaires, que des politiciens. Et vous avez besoin de ce coaching, pourquoi à ce moment-là? Mais c'est-à-dire que, en fait, je me rends compte qu'avec ces valeurs, ça m'aide vraiment à prendre des décisions. Quand, par exemple, au niveau personnel, s'il faut prendre des décisions sur les personnes qui travaillent pour nous, et on se dit, est-ce qu'ils répondent bien à toutes ces valeurs? Et puis on se dit, oui, sur les 6, il n'y en a finalement que 2. Là, on a un problème, quoi. Et donc, c'est vrai que ces valeurs m'aident bien à prendre des décisions, en fait. Alors, il y avait une photo également. On devine l'air de famille. On va la revoir peut-être. Vous nous confirmez, c'est votre papa? Oui, c'est mon papa, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que votre papa, il est parti à un moment où, évidemment, vous n'étiez pas encore prête tout à fait à reprendre l'entreprise. Ça reste un moment... Je travaillais quand même à plein temps depuis 1985, donc j'ai quand même travaillé 9 ans, mais là, j'étais vraiment l'employée, quoi. Donc, je faisais tout le travail, des travaux administratifs, je passais des commandes d'achat, j'étais vraiment une employée, donc, et je n'avais pas vraiment le profil de CEO, comme on dit maintenant. Et donc, simplement, j'ai appris quand même plusieurs tâches, quoi, les achats, les ventes. Et un peu sur le tas, je veux dire, vous n'étiez pas prête Non, donc je n'étais pas du tout prête. Opticien optométriste, c'est quand même très atypique, donc j'ai commencé par suivre des cours de comptabilité, puis j'ai fait 2 ans de management à Saint-Louis. Et puis voilà, petit à petit, j'ai quand même pris un peu mes marques.
Et puis bon, je travaillais aussi avec mon cousin à l'époque, on était à 2. Et puis en 1996, quand mon papa est décédé, on a repris la société à nous 2. C'est ça. D'où le livre de chevet qu'on va peut-être juste jeter un petit coup d'œil de Senec. Là, c'est un livre que vous lisez pour le moment ou alors ça, figurez-vous que toujours dans le cadre de tous ces séminaires auxquels je participe, Stéphane qui a fait une interview chez Diden au mois de novembre, il m'avait dit « Mais Michel, pourquoi Diden ?» Il me dit, pourquoi les gens viennent travailler chez toi? Pourquoi est-ce que les gens restent? Quels sont les vrais pourquoi? Et en réalité, je me suis rendu compte que le pourquoi, il n'était pas assez fort à l'époque. Et j'y ai travaillé. Donc c'est vrai, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup lire. Bon, je lis un peu plus qu'avant. Et ce bouquin, il m'a vraiment parlé. Parce que on parlait de Apple, enfin, toutes des marques qui, finalement, avaient un pourquoi tellement fort que, finalement, le comment et le quoi suivaient. Et je me suis rendu compte que je devais travailler plus ce pourquoi. Et voilà. On va en parler pourquoi. On a encore quelques moments dans cette émission, mais on va plutôt découvrir aussi les coulisses de votre entreprise. Vous parliez du fait que les gens restent chez vous. On a rencontré pas mal de vos collègues, de membres du personnel qui sont dans la maison depuis un petit temps, plongés au cœur de Diden. Derrière cette petite maison blanche située chaussée de Gand à Molenbeek se cachent les secrets de fabrication de sauces élaborées il y a plus de 90 ans. Autour d'immenses marmites, les cuiseurs préparent aujourd'hui la sauce Pickles, l'un des fleurons de l'entreprise Diden. Un peu plus loin, dans cette émulsionneuse, le personnel veille sur la préparation de 450 kg de mayonnaise. Objectif, en produire 9 tonnes sur la journée. Bonjour. Thierry Pourbet, 17 ans de maison, responsable de la production, démarre la visite. Donc ici vous êtes au prépesé, ce qu'on appelle nous les prépesés. Donc c'est où se font les mélanges d'épices. Donc nous avons différents types d'épices, fibres de pois, du poivre blanc, des épices du sel, du cerfeuil déshydraté, enfin tout ce qu'on veut pour une préparation. Un peu plus loin, une partie de la mayonnaise est conditionnée. En 2 heures, 4000 bouteilles sortent de cette chaîne de production. Destination, des bouchers, des transformateurs, mais aussi la grande distribution. Certaines recettes, comme la sauce bolognaise, sont élaborées ici pour les marques propres de 3 grandes enseignes de supermarchés. De quoi assurer la moitié du chiffre d'affaires de la société. Ça représente à peu près 2000 tonnes annuelles. Ensuite, nous avons tout ce qui est sauce émulsionnée, les mayonnaises, on va dire ça comme ça. Et là, on est à peu près sur 1000-1500 tonnes annuelles. Pour une production totale de à peu près plus de 5000 tonnes annuelles. Alors qu'une quinzaine de personnes s'activent en production, 5 autres sont dédiées à la logistique. Depuis 1 an, un bâtiment voisin de 8000 m² sert à entreposer une grande partie des matières premières, mais aussi les produits finis de Diden. C'est Calogero Licata, 7 ans de maison, qui est responsable de la gestion du stock. Mais là, pour le moment, si je réfléchis bien, on a plus ou moins 30 000 kg de tomates pelées et c'est un roulement de 1 mois et demi. Ne plus sous-traiter la logistique a permis à l'entreprise un véritable bond en avant. Et donc maintenant, ces commandes sont préparées par les personnes de la boîte. Et donc on a gagné du temps, on a gagné de l'argent. C'est tout un gain de A à Z. Côté administration, nous retrouvons Nathalie Hazard, 20 ans de maison, assistante de la direction. Son bureau était autrefois la cuisine de la famille Diden. Actuellement, c'est la grande distribution qui est notre plus gros chiffre, mais nous restons quand même très très présents auprès de nos petits clients. Et donc nous, on fait l'éloge de notre marque nous-mêmes avec nos propres commerciaux qui sont sur la route et qui vont voir les bouchers, les traiteurs et toute personne qui est intéressée par nos produits. L'exportation des produits Diden représente 11% du chiffre d'affaires. On travaille beaucoup avec la France, la Hollande, en fait les pays limitrophes pour l'instant, mais on exporte aussi vers la Lituanie, la Pologne, ça nous arrive également. Et l'entreprise a encore des projets d'expansion. Une aile entière de l'entrepôt fraîchement acquis à l'arrière de l'usine historique n'est pas encore exploitée. Elle devrait accueillir une nouvelle chaîne de production d'ici 2020. Voilà, Diden de l'intérieur. Michel Diden, on voit que vous avez des projets de développement. Vous avez même plus que doublé l'espace, là où vous êtes. Une entreprise est partie et vous libère de l'espace. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Mais donc en fait, d'ici 1 an, on sera en fait dans ce nouveau bâtiment. Donc en fait, pour l'instant, comme vous le savez, on n'a que la logistique.
Mais notre plan est de déménager pour début 2020 en fait. Donc pouvoir vraiment avoir un espace de production qui soit beaucoup plus efficace. Vous êtes un peu à l'étroit là où vous êtes. On est à l'étroit et en plus, je pense qu'on va gagner aussi en logistique. On va pouvoir aussi optimiser les chaînes et les automatiser. Surtout les bouts de chaîne, donc on aura plus d'espace, donc ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, quoi. Pour les opérateurs, c'est un autre environnement, et pour nous, c'est vraiment nécessaire. Okay. Ce nouveau bâtiment, c'était une aubaine parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'extension chez vous. Tout à fait. On a retrouvé dans nos archives une image qui date de 2005, et à l'époque, vous parliez de déménager d'Iden à Nivelles, en dehors de Bruxelles. On regarde ce souvenir et on en parle juste après. Tout ce qui est stockage des produits finis est externalisé. Donc tout produit fabriqué le jour même part déjà le lendemain chez Steph. Donc déjà au niveau stockage produits finis, on n'a plus la place. Et comme on se développe assez bien, on est obligé de partir pour cette raison-là. Là, on est en 2005. 14 ans plus tard, vous n'avez pas quitté Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir changé d'avis? Oui, donc en fait, on avait acheté le bâtiment à Nivelles, donc on a fait l'acquisition, et puis on s'est rendu compte, on a acheté un petit peu trop vite, et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas avoir assez de place pour la production, donc on a vendu le bâtiment, et on est revenu à Bruxelles. Finalement, on est super content parce que c'est à 100 mètres de chez nous. Au niveau du personnel, ils doivent pas... Qui est bruxellois, qui aurait dû lui aussi bouger. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même très très bien de pouvoir garder le personnel. Et après tout, on est bruxellois, donc on n'avait pas envie de quitter. À l'époque, on a cherché à vous garder. La région bruxelloise s'est manifestée en se disant non, quand même, une industrie à Bruxelles, on en manque. Oui, on avait déjà des projets à l'époque avec la SDRB, qui est maintenant devenue CityDef. Et voilà, on a fait l'acquisition du bâtiment grâce à CityDef. Donc on est très contents. Alors, vous l'avez dit, c'est pour agrandir aussi l'entreprise, cette acquisition, ce nouveau bâtiment. Est-ce que ça veut dire aussi plus de personnel? Aujourd'hui, une trentaine de personnes travaillent pour vous. Est-ce que vous allez engager? Pour l'instant, je ne vais pas dire que je vais engager. Le but d'abord, c'est de développer, de faire plus de chiffre d'affaires, et alors le personnel suivra, quoi. Et puis d'automatiser, vous disiez aussi. Donc ça veut dire pas forcément plus de monde, enfin plus de personnel. Si on sauf si notre ambition est d'augmenter le chiffre, et surtout sur la marque d'Iden. Donc quelque part, il nous faudra plus de personnes, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Quand vous dites augmenter le chiffre, vous visez quoi? Augmenter par exemple votre partie grande distribution, votre marque propre? C'est quoi votre objectif? Notre objectif, en fait, grosso modo, on est à une petite cinquantaine de % de chiffre d'affaires à la marque d'Iden, 50 en private label. Donc c'est quand même un pourcentage fragile. Private label, excusez-moi, ce sont les marques qui portent pas le nom vous faites pour les marques de grands distributeurs, Deleuze, Carrefour et autres de ce monde. Oui. Et donc en fait, le but, c'est quand même d'exploiter la marque d'Iden. Ça fait aussi partie du pourquoi que j'ai travaillé. Et donc je pense que c'est important de travailler sa propre marque, d'avoir une identité. Et de l'exporter aussi. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 11% d'exportation. C'est aussi insuffisant, selon vous? Oui, c'est insuffisant, oui, clairement. Je pense que on est déjà assez présent en Hollande, mais je pense qu'il y a encore moyen de développer et d'être plus présent dans certaines enseignes en Hollande, développer l'Allemagne, la France. Maintenant, voilà, on va au Japon pour la deuxième fois. On expose au Foodex. Voilà, donc vous visez large quand même, ouais. Oui. Donc l'Asie, un marché intéressant qui serait abordable. On y est allé l'année passée, donc là on a eu pas mal de contacts, mais malheureusement rien ne s'est encore concrétisé cette année-ci. Voilà. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est les normes? Parce qu'on le sait, c'est déjà contraintes très strict. sont assez importantes. Cependant, je pense qu'avec les dressings, les confits et certaines sauces, je pense qu'on a vraiment un message à faire passer. Michel Diden, qui sont les concurrents de Diden? On va dire beaucoup de fois Diden au cours de l'émission. Ça dépend des Est-ce que ce sont les tout grands, les Unilever? Non, on ne se compare pas à eux. On n'a aucune raison de se comparer. Ce serait d'ailleurs dommage. C'est-à-dire, ils font des sauces, vous faites des sauces. Quelque part. Oui, bien sûr, mais on ne va pas se comparer à De Vos Lemens, pour ne pas les citer, ni à Calvé. Donc nous, en fait, notre positionnement, c'est justement sur des produits
plus spécifiques, différents. Et c'est pourquoi ici, nous, on a mis l'accent surtout sur les confits. Pourquoi ? Parce que les confits, contrairement à ce qu'on pense, confits, pâtés, foie gras en fin d'année, ça se mange avec plein de choses toute l'année, aussi bien avec des burgers, en tapas, avec des petits boudins, même avec du fromage. Maintenant, on lance une gamme de ice confit avec les glaces. Donc, il y a plein d'opportunités. Et là, on a quelque chose à offrir de différent. Et je pense que c'est mais qui est différent en quoi ? C'est plus artisanal, façon de parler ? Non, parce que en mai, en fait, en goût, on est sur quelque chose de totalement différent. Plus qualitatif. Et comment vous faites justement pour atteindre cette qualité ? Vous vous associez à des chefs, si j'ai bien compris. C'est pas vous, personnellement, qui créez les recettes ? Ça dépend, en fait. Bon, ici, par exemple, on avait réalisé une sauce avec le comme chez soi, la sauce Kermesse, qui est vendu en exclusivité chez Deleuze en bocal, mais on le vend aussi en squeeze ailleurs. On fait leur pickles comme chez soi pour Deleuze en exclusivité, mais en fait, ça dépend. Soit c'est une idée interne, soit c'est suite à des voyages qu'on remarque qu'il y a des produits qui peuvent intéresser, qui peuvent être chouettes, qu'on veut développer nous-mêmes ici en Belgique. Parfois, c'est une demande d'un client, c'est assez varié. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on avait énormément de catégories et puis on s'est dit, OK, on va restreindre. Catégorie, vous dire de référence ? Oui, non, catégorie de produits. Avant, on faisait les salades, on a arrêté. Parce que voilà, à faire trop de catégories de produits, finalement, on n'est pas bon sur... Quand on fait trop, on n'est pas bon. Enfin, je veux dire, on ne sait pas être bon dans toutes les catégories et concurrentielles. Et donc, c'est pour ça qu'on a réduit, en fait, les catégories qui sont principalement les confits. Il faut savoir que c'est quand même... mon père, Pierre Didem, qui les a créés. Il a créé confit d'oignon, confit de noix-ardennais, figue et rel. Bon, moi, par la suite, j'ai développé d'autres gammes, mais c'est quand même lui qui est le créateur, donc je n'oublie pas ça. C'est important de perpétuer ça. Exactement. Tradition familiale. Et d'avoir la reconnaissance de ce que les gens réalisent, de surcroît mon papa. Et puis, on a aussi une gamme de dressing, pesto, orange. Et ça, c'est plus votre pâte, je pense. Ça, c'est plus des produits qui sont venus par la suite. Ouais. On va se replonger un petit peu dans les chiffres, Paul, de l'entreprise. C'est votre spécialité. Ah bon ? On va regarder le tableau qui indique un petit peu... quelle charge tout à coup, quelle pression. L'état de santé. Alors, on a été voir ce que ça donnait, évidemment, en chiffres, en termes de vente, c'est la ligne bleue, et en termes de bénéfices, c'est la ligne rouge. Oui. On voit que les ventes sont là, que le bénéfice est là aussi. On n'est pas dans le... J'allais dire, on n'est pas dans le rouge, la ligne est rouge, mais vous êtes bénéficiaire. Sauf qu'on voit quand même que ces dernières années... Ça s'est tassé, aussi bien les ventes, 11,5 millions en 2018 d'euros, donc, et que le bénéfice de 115 000 euros. Qu'est-ce qui explique ce tassement, Michel? En fait, il y a plusieurs facteurs, en fait. Donc, le bénéfice dépend aussi souvent de la matière première de certains ingrédients. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de confits, mais on fait encore aussi beaucoup de sauces, beaucoup de mayonnaise, dans lequel on met de l'huile de colza, on met des jaunes d'œufs. Et ce sont deux paramètres très importants qui font fluctuer rapidement le bénéfice. Bon, il y a eu la crise de la dioxyde, le fibronil, donc les jaunes d'œufs, ils ont flambé. Les œufs contaminés, oui. Voilà. Ça fait flamber le prix de l'œuf. Ouais. Oui, voilà. Donc, puis il y avait aussi les problèmes de l'huile. Donc, quand l'huile augmente, c'est pas toujours facile de répercuter les prix. Ouais. A fortiori, quand l'huile est moins chère, les marges sont plus importantes. Donc, ça explique une partie de cela, et aussi parce qu'on a décidé, comme je viens de vous dire, de supprimer en tout cas les catégories pour lesquelles on considère que on n'est pas les meilleurs, et ce fait pas partie du pourquoi d'Iden. Il y a aussi un choix chez vous de restreindre pour faire mieux, moins mais mieux. Et aussi c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a aussi décidé de mettre l'accent sur la marque d'Iden. Donc ça nécessite aussi pas mal d'investissement. Donc c'est vrai qu'on passe à la télévision pour la 3e fois, on est passé en 2018 pour la 3e fois au niveau des confits. Donc on a nos propres commerciaux qui sont sur la route, qui vont booster les ventes. Donc on a investi aussi dans la marque pour la développer. Et puis vous êtes aussi, j'imagine, dépendant des distributeurs. On a vu que c'était quand même une bonne partie de vos rentrées qui se faisaient via les marques en produits blancs, c'est-à-dire pour les marques d'autres grandes surfaces bien connues. J'imagine que là, il y a la pression des distributeurs aussi qui joue. Ils ont eux-mêmes une pression de l'extérieur, donc ils ont eux-mêmes la pression de certains autres enseignes, donc quelque part,
ils vont voir leurs fournisseurs et ils nous demandent de revoir les prix, le prix des ingrédients. Et quelque part, voilà, la pression est à tout niveau. Et donc, il y a des moments où on sait dire oui, il y a des moments où on doit dire non, parce qu'il y a quand même la rentabilité qui est importante. Et il y a des moments où on dit non, on ne sait pas le faire. Ouais. Contre notre cœur, contre notre... Malgré vous, oui, malgré nous, mais à des moments, on doit dire non, ok, c'est pas possible. Quoi. Là, on arrête. Quoi. Ceci dit, pour parler encore une fois, un petit mot des chiffres, on a quand même regardé les choses plus en profondeur. J'ai vu qu'il n'y avait pas de dette chez vous, vous fonctionnez sur fonds propres, qu'il y a pas mal de capitaux disponibles, donc ce n'est pas non plus que vous êtes subitement à la rue ou en difficulté, non, c'est un passage pour passer, pour repartir sur d'autres bases en quelque sorte. Ouais. Très bien. Alors, on aime aussi dans cette émission confronter les chefs d'entreprise à l'actualité. On va vous montrer une image, un visage, celui de Greta Thunberg. Elle était cette semaine à Bruxelles, elle a fait l'actualité, elle était avec nous, elle marchait avec les jeunes. On rappelle Greta Thunberg, elle est à l'origine des grèves des écoliers pour le climat. Et donc, elle a marché aux côtés des jeunes bruxellois. Est-ce qu'une jeune fille comme elle et ces jeunes qui défilent dans la rue, ça vous inspire? Je sais que vous avez des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire de voir cette jeunesse qui se bat pour ses idées et pour le climat, ici en l'occurrence? Oui, ma fille m'en avait parlé, puisqu'elle est même concernée. Donc, elle m'en a parlé. Elle est allée marcher. Elle m'a dit qu'en tout cas, elle s'y intéressait. J'ai pas eu beaucoup de feedback à ce niveau-là. Je peux pas vous dire. Elle m'a pas fait beaucoup de retours par rapport à ça, mais je pense qu'elle y est allée, oui. Mais bon, on n'a pas beaucoup conversé à ce sujet. Mais en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous êtes soucieuse de l'impact justement écologique de votre entreprise sur l'environnement? Oui, absolument. On n'en est pas du tout, insensible. D'ailleurs, on va mettre des panneaux voltaïques dans le nouveau bâtiment. Et aussi, on a fait appel à un cogénérateur. Donc, on est sensible à cet aspect-là. Oui, tout à fait. Parce que, évidemment, c'est du transport, c'est de la production, donc c'est de la consommation d'énergie. Oui. C'est tous des facteurs qui sont un peu vus d'un mauvais œil, mais en attendant, vous êtes quand même aussi une entreprise qui fait tourner toute une série de familles qui dépendent de l'activité aussi, etc. Donc, il faut trouver le bon curseur entre les deux. Oui. Absolument. C'est à ça qu'on travaille. Mais bon, voilà, on ne peut pas laisser passer de telles choses. Donc, oui. Donc, d'ailleurs, on a 2-3 offres, on doit les signer et les mettre en place. Donc, voilà, c'est dans le pipeline, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pipeline? J'ai envie de dire, quelles sont vos ambitions? Parce que là, on parle évidemment consommation. On le sait, vous faites des produits transformés. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on critique beaucoup ces produits transformés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que vous avez une réflexion? Par exemple, vos sauces bolognaises. Est-ce que vous faites attention aux matières premières que vous utilisez? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion en matière d'achat lorsque vous achetez vos produits? Comment ça fonctionne pour respecter une série de critères? On répond au cahier de charge de nos distributeurs. En fait, chaque distributeur a sa bolognaise, en tout cas a sa propre marque. C'est une recette qui est bien définie avec eux. Oui. Et donc, on respecte totalement leur cahier de charge. Et on est conscient qu'il faut avoir des ingrédients de qualité. Mais encore une fois, tout ce cahier de charge a été validé en amont avec le distributeur. D'accord, donc à ce niveau-là, vous vous en référez à votre distributeur, mais vous avez des produits avec lesquels vous dites, moi, je ne travaillerai jamais. Vous avez aussi vos propres c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est produit, dans la mesure du possible, on travaille avec des fournisseurs belges. Donc ça c'est quand même important. En règle générale, voilà, le haché, la viande hachée, elle vient de Belgique, donc on ne l'achète pas à l'étranger. Dans la mesure du possible, c'est quand même des fournisseurs belges. Et au niveau de nos produits finis, en tout cas à la Mardiden, notre challenge, c'est, dans déjà beaucoup de cas, on est sans colorant, sans conservateur artificiel pour tout ce qui est beaucoup de confits, mayonnaise. Donc c'est très important quand même. On est bien conscient que les gens regardent de plus en plus les ingrédients.
Et on n'achète plus à l'aveugle. Voilà, et donc c'est important pour nous aussi de tenir compte de ça. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est quand même d'avoir des produits plaisir. Enfin, il faut pouvoir se faire plaisir à table, ce qu'on aime bien, notamment avec les confits, on fait des petites associations. Mais quelque part, il faut qu'on se dise qu'on mange quand même sain, quoi. Et est-ce que c'est encore tendance de vendre des sauces? Vous allez dire, vous n'êtes pas les seuls, vous faites de la pub en télé, vous l'avez dit, vous n'êtes pas les seuls, donc il y a une concurrence. Ouais. C'est pas un produit qui a disparu des tables et des rayons. Mais est-ce que c'est encore tendance? Sauce égale souvent graisse, égale du point de vue nutritionnel quelque chose plutôt à éviter. Est-ce qu'on ne le sent pas chez les jeunes, le plus jeune public? Oui, enfin bon, pour rectifier, à la télévision, notre message est plutôt les confits. Donc là, on n'est pas dans les sauces, hein, ni les graisses. Mais c'est vrai que beaucoup de gens font attention à ça. Cependant, quand vous mangez un paquet de frites, on aime encore bien de temps en temps avoir un peu de mayonnaise ou un peu de samouraï ou d'andalouse sur son assiette, quoi. Je pense que les gens font attention, mais de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir et on va encore prendre des sauces, quoi. Dernier défi peut-être qui attend d'Iden pour conclure cette émission. Est-ce que ce n'est pas aussi le développement de tout ce qui est digital, le commerce, l'e-commerce? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez une réflexion chez vous? Oui, alors on a commencé avec des produits que nous ne vendons pas. C'est possible avec des produits d'Iden? Oui. Donc en fait, pour l'instant, on a développé et vendu un coffret confit sur Amazon. Et ça fonctionne? C'est le début, donc... Ça marchait bien pour les fêtes, mais donc il y a encore du travail à ce niveau-là. Mais voilà, là on s'est dit, voilà, on lance un produit que le consommateur ne peut pas retrouver dans les magasins. Donc vous ne voulez pas non plus faire une concurrence par rapport à vous-même aussi, et avoir des soucis avec nos clients, etc. Donc on s'est dit, on va faire un produit différent, mais ça prend du temps parce qu'en fait aussi Amazon... est situé en France, donc les coffrets ont principalement été vendus chez les consommateurs français. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait encore du travail. Il y a encore du travail. Bon, bien sûr, le e-shop, on y travaille aussi. Voilà, les bio, donc on vient de développer des sauces bio aussi. Donc on est conscient de cette tendance et on surfe dessus, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Michèle Diden, d'avoir été notre invitée dans Big Boss. Merci, Paul. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. À très bientôt. Merci beaucoup.